C'était un soir gris de novembre à Munich, lorsque Margot Vasseur découvrit pour la première fois le profil de Gabrielle Marchand sur Instagram. La veuve de 67 ans était assise dans son petit appartement à Schwabing, faisant défiler les réseaux sociaux, une habitude qu'elle avait prise depuis la mort de son mari, 3 ans plus tôt. La solitude la rongeait, surtout pendant les longs mois d'hiver. Gabrielle se présentait comme un veuf de 71 ans, originaire de Hambourg. Ses photos montraient un homme distingué aux cheveux gris, posant devant des paysages pittoresques. Son profil était rempli de clichés de voyage, des couchers de soleil en Toscane, des promenades sur la plage de la mer du Nord, des soirées douillettes dans des jardins de bière bavarois. La vie est trop courte pour la solitude, était inscrit dans sa biographie. Ces mots précis touchèrent profondément Margot. Ce que Margot ignorait, c'est que Gabrielle était un maître de la tromperie numérique. Les photos provenaient en grande partie d'Internet, soigneusement sélectionnées pour suggérer la richesse et le raffinement. Son vrai nom était Adrien Müller, un homme de 58 ans avec des dettes considérables et une longue histoire d'escroquerie sentimentale. Il avait déjà dépouillé plusieurs femmes âgées de leurs économies. Margot, en revanche, était la cible parfaite. Ancienne institutrice, elle possédait une fortune modeste, mais solide. Son défunt mari lui avait laissé une petite pension et elle vivait dans un appartement dont elle était entièrement propriétaire, situé dans un quartier de choix à Munich. Plus important encore, elle était seule, confiante et aspirait à la compagnie. Le premier contact se fit par un message anodin. Gabrielle commenta une photo du chat de Margot, écrivant « Quelle belle patte de velours! Elle me rappelle ma défunte Luna ». Ce commentaire, en apparence innocent, fut le début d'une manipulation soigneusement orchestrée. Gabrielle savait exactement sur quelle corde jouer pour les personnes seules. En quelques jours, un échange de messages intenses se développa. Gabrielle se montra un auditeur attentif, s'intéressant à chaque détail de la vie de Margot. Il lui posait des questions sur ses passe-temps, ses soucis, ses rêves. Lorsqu'elle parlait de ses nuits d'insomnie, il lui envoyait des messages de compassion. Quand elle partageait des photos de ses gâteaux faits maison, il s'extasiait sur ses talents de cuisinière. « Tu es une femme tellement spéciale », lui écrivit-il après seulement une semaine. « À mon âge, je n'aurais jamais pensé ressentir de tels sentiments à nouveau. » Ces mots firent battre le cœur de Margot plus fort. Après des années de solitude, elle se sentait enfin à nouveau appréciée et désirée. Les semaines passèrent et la romance numérique s'intensifia. Gabrielle bombardait Margot quotidiennement de messages affectueux qui arrivaient toujours au bon moment. Quand elle était triste, il la consolait. Quand elle était heureuse, il partageait sa joie. Cette disponibilité émotionnelle était exactement ce que Margot avait désiré dans sa solitude. « Ma chère Margot », écrivit-il un soir, « je crois que le destin nous a réunis. En toutes ces années depuis la mort de ma femme, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait touché mon cœur comme tu le fais. » De tels messages étaient placés stratégiquement, toujours au moment où Margot aurait pu avoir des doutes. Gabrielle racontait des histoires détaillées sur sa vie de brillant homme d'affaires dans le domaine de l'import-export. Il prétendait avoir des succursales dans plusieurs pays européens et parlait d'affaires lucratives. Ses inventions servaient un but précis. Margot devait croire qu'elle avait rencontré un homme riche qui ne la convoitait pas pour son argent. Après 2 mois d'échanges intenses, Gabrielle proposa une première rencontre. « J'ai hâte de te prendre enfin dans mes bras », écrivit-il. Le rendez-vous devait avoir lieu dans un restaurant chic de Munich, un lieu neutre et public pour gagner la confiance de Margot. Le jour convenu, Gabrielle se présenta à l'heure. Il ressemblait à l'homme sur les photos, mais paraissait plus âgé et moins soigné. Néanmoins, Margot fut charmée. Gabrielle se montra un interlocuteur charmant, disant tout ce qu'il fallait. Il écoutait attentivement, posait des questions intéressantes et donnait à Margot le sentiment d'être la femme la plus fascinante du monde. « Tu es encore plus belle que je ne l'avais imaginé », lui murmura-t-il à l'oreille au moment de se quitter.
Ces mots laissèrent Margot sur un nuage. Après des années de solitude, elle se sentait à nouveau vivante et désirable. Les rencontres suivantes suivirent un schéma similaire. Gabriel était le gentleman parfait. Il apportait des fleurs, payait toujours l'addition et traitait Margot avec une attention qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies. Lentement mais sûrement, il construisit sa confiance tout en collectant de précieuses informations sur sa situation financière. Lors d'un dîner romantique, 6 semaines plus tard, Gabriel proposa de voyager ensemble. « Je connais une croisière merveilleuse en Méditerranée, dit-il. Imagine, toi et moi sous les étoiles, loin du quotidien. » Margot fut immédiatement enchantée. Une croisière sonnait comme l'aventure romantique parfaite pour leur nouvel amour. La planification de la croisière commença immédiatement après la suggestion de Gabriel. Il se montra étonnamment serviable et prit en charge toute l'organisation. « Laisse-moi m'en occuper, chérie, dit-il. Je m'y connais en voyage comme ça et je veux que tout soit parfait pour nous. » Ce soin apparent était en réalité une autre étape de sa manipulation. Gabriel réserva une suite de luxe sur un bateau de croisière qui devait naviguer de Barcelone à Rome. Le coût s'élevait à 8 000 € pour les 2 personnes. « Ne t'inquiète pas pour l'argent, » rassura-t-il Margot lorsqu'elle hésita. « C'est mon cadeau pour nous. Tu ne mérites que le meilleur. » Ce geste généreux impressionna profondément Margot et renforça sa conviction d'avoir trouvé un partenaire riche et aimant. Ce que Margot ne soupçonnait pas, c'est que Gabriel avait payé le voyage avec une fausse carte de crédit et prévoyait de lui soutirer ses économies pendant la croisière. Le voyage n'était pas l'aventure romantique qu'il prétendait, mais un piège soigneusement planifié. Dans les semaines précédant le départ, Gabriel intensifia sa manipulation émotionnelle. Il racontait des histoires émouvantes sur sa défunte épouse et sur la difficulté de faire confiance à nouveau. « Tu as guéri mon cœur, » disait-il souvent. « Sans toi, je serais perdu. » Ce chantage émotionnel lia Margot encore plus étroitement à lui. En même temps, Gabriel commença à poser des questions subtiles sur la situation financière de Margot. Il se renseigna sur sa retraite, son livret d'épargne et son appartement. « Je m'inquiète pour ta sécurité », expliquait-il sa curiosité. « En tant que ton partenaire, je veux m'assurer que tu seras bien pris en charge dans ta vieillesse. » Cette sollicitude apparente était en réalité une manœuvre d'espionnage. La fille de Margot, Clara, de Stuttgart, commença à exprimer ses doutes. « Maman, ne trouves-tu pas bizarre qu'il propose un voyage si cher si rapidement ?» demanda-t-elle lors d'un appel téléphonique. « Vous ne vous connaissez que depuis quelques mois. » Mais Margot balaya ses inquiétudes d'un revers de main. « Tu ne comprends pas, Clara. Gabriel est un homme merveilleux. Il m'aime sincèrement. » Cette réaction était typique des victimes de fraude. Plus les doutes venaient de l'extérieur, plus Margot défendait farouchement sa nouvelle relation. Gabriel avait réussi à l'isoler émotionnellement de sa famille, un signe classique de comportement manipulateur. Une semaine avant le départ, Gabriel surprit Margot avec une demande spéciale. « Chérie, » dit-il avec un visage sérieux, « j'ai un petit problème. Ma banque a temporairement bloqué ma carte de crédit. Un problème de sécurité. Pourrais-tu peut-être me prêter 3 000 €? Juste jusqu'à après le voyage, et ensuite, je te rembourserai tout. » Ce fut la première demande directe d'argent. Margot hésita un instant, mais la performance convaincante de Gabriel et son attachement émotionnel à lui l'emportèrent. Elle transféra l'argent le jour même. Les premiers jours de la croisière se déroulèrent comme un conte de fées. Gabriel se montra un compagnon attentif, devinant tous les désirs de Margot. Ils dînèrent dans les meilleurs restaurants du navire, dansèrent sous le ciel étoilé et profitèrent des ports méditerranéens. Margot se sentait comme une reine. Elle avait enfin trouvé l'homme avec qui elle voulait passer ses années d'or. Mais dès le 4e jour, le comportement de Gabriel commença à changer. Cela débuta par de petites piques sur les vêtements de Margot. « Cette robe est un peu démodée, tu ne trouves pas ?» remarqua-t-il pendant le dîner. « Les autres dames ici s'habillent beaucoup plus élégamment. »
Cette critique blessa Margot, qui avait acheté de nouvelles robes, exprès pour le voyage. Gabriel s'excusa rapidement pour ces mots, mais expliqua « Je dis ça seulement parce que je veux que tu aies l'air aussi rayonnante que tu l'es. Tu mérites la plus belle garde-robe. » Ce mélange de critiques et de mots flatteurs était un schéma de manipulation bien rodé. Margot se sentit mal à l'aise avec son apparence, mais fut en même temps reconnaissante de l'opinion honnête de Gabriel. La situation dégénéra lorsque Gabriel proposa de faire du shopping ensemble. Dans les boutiques chères du navire, il poussa Margot à acheter des robes et des bijoux de luxe. « Tu es à couper le souffle !» s'extasia-t-il lorsqu'elle essaya une robe à 1200 €. « Il faut que tu l'aies !» Quand Margot hésita à cause du prix, Gabriel s'agaça. « Je pensais que l'argent n'était pas un problème pour nous. Tu ne m'aimes pas assez pour te faire belle pour moi. » Ce chantage émotionnel fonctionna. Margot acheta non seulement la robe chère, mais aussi un collier de perles à 2500 €. Gabriel était fou de joie et la combla de compliments. « Tu es la femme la plus élégante de ce navire », lui murmura-t-il à l'oreille. « Je suis si fier de t'avoir à mes côtés. » Le 6e jour du voyage, Gabriel révéla son vrai visage. Lors d'une promenade romantique sur le pont, il raconta à Margot une histoire bouleversante. « Chérie, il faut que je te dise quelque chose d'important, » commença-t-il d'une voix tremblante. « Mes partenaires m'ont trahi. Ils ont vidé notre compte commun et ont disparu. Je suis au bord de la ruine financière. » L'histoire était bien sûr inventée, mais Gabriel la raconta de manière si convaincante que Margot oublia tous ses doutes. « Mon Dieu, Gabriel !» s'écria-t-elle effrayée. « Que pouvons-nous faire ?» Gabriel soupira lourdement. « Je ne sais pas. Sans aide immédiate, je perdrai tout. Ma maison, mon entreprise, mon existence. Mais je ne veux pas t'accabler avec mes problèmes. » Cette apparente abnégation était le truc psychologique parfait. Margot pressa Gabriel de lui dire comment elle pourrait l'aider. « Nous sommes partenaires, » dit-elle avec détermination. « Tes problèmes sont aussi mes problèmes. » Gabriel se laissa convaincre et avoua qu'il avait besoin de 25 000 € pour rembourser ses dettes et sauver son entreprise. Margot hésita. C'était une somme énorme, presque toutes ses économies. Mais Gabriel dépeignit un tableau sombre de leur avenir commun si elle ne l'aidait pas. « Sans ton soutien, je suis ruiné, » supplia-t-il. « Je comprendrai si tu me quittes. Qui voudrait d'un vieil homme sans le sou ?» Cette manipulation émotionnelle fit mouche. Margot ne pouvait supporter l'idée de perdre Gabriel, surtout dans cette situation qui semblait désespérée. Le 8e jour de la croisière, Margot transféra les 25 000 € depuis son smartphone. Gabriel fut submergé de gratitude. « Tu m'as sauvé la vie, » dit-il en larmes. « Je te jure que je te rembourserai chaque centime. Tu es un ange. » Cette gratitude théâtrale renforça le sentiment de Margot d'avoir fait la bonne chose. Mais dès le lendemain matin, le comportement de Gabriel commença à changer radicalement. Les gestes affectueux disparurent et il devint de plus en plus distant. Au petit déjeuner, il ne cessait de faire défiler son téléphone au lieu de parler à Margot. « Je dois m'occuper des affaires », marmonna-t-il lorsqu'elle lui adressait la parole. Margot sentit le changement et devint inquiète. « Tout va bien entre nous ?» demanda-t-elle avec prudence. Gabriel lui assura que tout allait pour le mieux, mais son comportement disait le contraire. Il passait de plus en plus de temps seul et la laissait souvent dans la cabine pendant des heures. Le tournant se produisit lorsque Margot aperçut accidentellement le téléphone de Gabriel pendant qu'il prenait sa douche. Des messages de plusieurs femmes s'illuminèrent sur l'écran, tous dans un ton familier et romantique. « Salut chérie », écrivait une certaine Bernadette. « Quand est-ce qu'on se revoit ?» Une autre, Vivienne, demandait « As-tu encore réussi avec une veuve riche ?» Le monde de Margot s'effondra. Les mains tremblantes, elle fit défiler les messages de Gabriel et découvrit la vérité choquante. Gabriel entretenait simultanément des relations avec au moins 5 autres femmes, toutes des dames âgées et solitaires qui l'escroquaient systématiquement de leur argent. Les messages révélaient des plans détaillés sur la manière dont il manipulait les différentes victimes. Lorsque Gabriel sortit de la douche, Margot le confronta avec ses découvertes.
Qui es-tu vraiment » lui cria-t-elle. Tout était un mensonge. Gabriel tenta d'abord de nier, mais face aux preuves évidentes, il laissa tomber son masque. « Vieille vache » siffla-t-il avec un visage plein de mépris. « As-tu vraiment cru qu'un homme comme moi pouvait t'aimer ? Tu n'étais qu'un autre boulot facile. » Ces mots frappèrent Margot comme des coups. L'homme en qui elle avait eu confiance et à qui elle avait donné son cœur se révélait être un escroc froid et calculateur. « Rends-moi mon argent !» exigea-t-elle en larmes. Gabriel rit cyniquement. « Quel argent ? Il est déjà parti. Merci pour les belles vacances. » En ce moment de désespoir et d'humiliation totale, quelque chose d'inattendu se produisit. Margot, qui avait été une femme douce et paisible toute sa vie, explosa de rage. Elle saisit un lourd vase en cristal qui servait de décoration dans la cabine et le lança sur Gabriel. Gabriel s'esquiva, mais le vase le frappa à la tempe. Il chancela, perdit l'équilibre et tomba en arrière. Sa tête heurta violemment le bord du lavabo en marbre. Un bruit sourd résonna, suivi d'un silence sinistre. Margot regarda, horrifiée, le corps inerte de Gabriel. Du sang s'écoulait d'une blessure à l'arrière de sa tête, formant une flaque sombre sur le sol en marbre blanc. « Gabriel » murmura-t-elle, incrédule. Mais il ne réagit pas. Ses yeux fixaient le plafond, sans vie. La réalité frappa Margot de plein fouet. Dans un moment de désespoir et de colère, elle avait tué une personne, l'homme qui l'avait trahie, mais qu'elle avait pourtant aimé. Ses mains tremblaient alors qu'elle se penchait sur le corps de Gabriel et cherchait un pouls. Rien. Margot resta assise, paralysée, à côté du corps sans vie de Gabriel pendant 2 heures. L'état de choc l'immobilisait complètement. Elle regardait sans cesse son téléphone, se demandant qui appeler. La sécurité du navire? Sa fille? La police? Mais chaque appel signifiait qu'elle passerait le reste de sa vie en prison. Finalement, elle trouva le courage de composer le numéro d'urgence de l'équipage. « Il y a eu un accident », dit-elle d'une voix tremblante. « Mon partenaire est tombé et ne bouge plus. » En quelques minutes, l'équipe de sécurité frappa à sa porte. Le capitaine Rodriguez et le chef de la sécurité, Antonio Silva, entrèrent dans la cabine et trouvèrent une scène d'horreur. Gabriel gisait dans une mare de sang, le vase brisé éparpillé sur le sol. Margot était assise sur le lit, complètement bouleversée et incapable de former des phrases cohérentes. « Que s'est-il passé ici ?» demanda le capitaine Rodriguez d'un air grave. Margot raconta, en balbutiant, la vérité sur l'escroquerie, la confrontation, son accès de rage. « Je ne voulais pas le tuer, » sanglota-t-elle. « J'étais juste si désespérée et en colère. Il m'a tout volé. » L'enquête sur les lieux du crime confirma le récit de Margot. L'analyse des traces montra que Gabriel était mort de l'impact de la chute et non du vase lui-même. Un expert conclut que le décès avait été causé par la manière malheureuse de la chute, un accident tragique survenu lors d'une altercation émotionnelle. Le navire accosta au port suivant où des policiers italiens montèrent à bord. Le commissaire Giovanni Rossi mena l'enquête officielle. Margot fut arrêtée, mais les circonstances laissaient place à des facteurs atténuants. « Madame Vasseur a été victime d'une escroquerie systématique », expliqua le commissaire. « Sa réaction est celle d'une femme désespérée qui a été dépouillée de son existence. » Les investigations révélèrent l'étendue réelle du passé criminel de Gabriel. Sous son vrai nom, Adrien Muller, il était recherché pour escroquerie dans 5 pays européens. La police trouva des preuves d'au moins 12 autres victimes, des femmes âgées qu'il avait escroquées pour un total de plus de 300 000 euros. Eleanor Fischer de Berlin en était une. Elle avait perdu 40 000 euros à cause de Gabriel et était tombée dans une grave dépression par la suite. « Cet homme a détruit ma vie », dit-elle, en tant que témoin. Je comprends parfaitement le désespoir de Margot. Des déclarations similaires vinrent d'autres victimes de fraude, qui avaient toutes vécu le même schéma. La fille de Margot, Clara, se rendit immédiatement en Italie pour soutenir sa mère. « Maman a toujours été une personne pacifique », déclara-t-elle devant le tribunal.
Ce criminel l'a poussée dans une situation où elle ne pouvait plus penser clairement. La famille engagea un avocat de renom, le docteur Wolfgang Hartmann, spécialisé dans les cas de situations émotionnelles extrêmes. Le procès à Rome devint un événement médiatique. Les journaux allemands et italiens rapportèrent en détail l'affaire du meurtrier de la croisière. L'opinion publique était partagée. Si beaucoup voyaient Margot comme une victime qui avait réagi dans un moment de désespoir, d'autres soutenaient que la justice privée ne devait pas être tolérée. Le tribunal prit en compte tous les facteurs. Le passé criminel de Gabrielle, les circonstances émotionnelles extrêmes, le casier judiciaire vierge de Margot et le fait qu'elle avait immédiatement appelé les autorités. Après une enquête de 3 mois, elle fut condamnée pour homicide involontaire sous l'effet de la colère à 3 ans de prison, avec sursis. Madame Vasseur a commis une grave erreur, déclara le juge Marco Benedetti dans son verdict. Mais elle a été la victime d'un criminel, sans scrupules, qui a systématiquement détruit sa vie. La justice ne signifie pas seulement la punition, mais aussi la compréhension des faiblesses humaines dans des situations extrêmes. Margot retourna à Munich, marquée par les événements mais reconnaissante de la peine légère. Son histoire devint un avertissement sur les dangers des rencontres en ligne pour les personnes âgées. Elle commença à parler de ses expériences dans des groupes de seniors, avertissant les autres des escrocs similaires. « Je veux que mon erreur aide les autres », dit-elle dans une interview. Gabrielle était un criminel, mais je n'aurais jamais dû recourir à la violence. L'argent était perdu, mais j'avais encore ma vie. Maintenant, je dois apprendre à vivre avec ce que j'ai fait. L'histoire de Margot et Gabrielle devint un exemple édifiant du côté obscur de la romance numérique et des conséquences tragiques lorsque l'escroquerie rencontre le désespoir.